Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue. Plus de 3,8 millions de Maliens seront en insécurité alimentaire durant la période de soudure juin-août. 601 000 en phase de crise ou d'urgence nécessitant une assistance alimentaire et agricole immédiate. Quel est le risque d'insécurité alimentaire dont parlent certains rapports? Quelles sont les zones du pays concernées? Comment faut-il faire face à cette urgence? Avec nous sur ce plateau pour en parler, Mami Koulibaly, coordinateur national du système d'alerte précoce, le SAP, Cécilia Asp, chargée à la communication au PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Valérie Boli, il est lui le président de la plateforme RI, il intervient depuis Nyono, donc il sera en ligne. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Phili Dambélé. Le grand dialogue. Le Mali serait donc en situation de dégradation alimentaire avec près de 800 000 personnes supplémentaires dans le besoin cette année. Je le disais tout à l'heure, 3,8 millions de personnes seront en insécurité alimentaire, 601 000 en phase de crise ou d'urgence. Valérie Boli, vous êtes le président de la plateforme RI, vous intervenez depuis Nyono. Alors, globalement, comment a été la dernière campagne agricole, si je ne me trompe pas, c'est celle de 2015-2016 ? La campagne, on entend maintenant la campagne 2017-2018, 2016-2017, on vient de finir. Il y a le plan de campagne de la campagne 2017-2018 qui a été approuvé lors du Conseil supérieur de l'agriculture le 2 mars. Lors du Conseil supérieur. Donc c'est la campagne 2017-2018 que nous entamons. 2016-2017, la campagne a été vraiment, c'était acceptable. Et on a remarqué un excédent céréalier, ce qui a été noté de façon générale selon les statistiques de l'État. Un excédent de 3 millions de tonnes de riz et du maïs. 3 millions de tonnes d'excédents en riz et en maïs. Alors, Mami Koulibaly. C'est les sources étatiques, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci. Alors, Mami Koulibaly, coordinateur national du système d'alerte précoce, le SAP, on a eu quand même un excédent de 3 millions de tonnes. Valérie le disait tout à l'heure, en céréales, en riz et en maïs. Comment expliquer justement ce risque d'insécurité alimentaire dans le pays à ce moment-là? Ok, je vous remercie bien, Diadje. En fait, la campagne agricole, effectivement, elle était bonne. Et c'est une campagne bonne dans l'ensemble. Donc, elle n'est pas bonne dans toutes les régions du Mali. Principalement la région de Mopti, en allant jusqu'au nord, tout le monde sait que le riz, il y a une forte crue qui a perturbé le riz de submersion. Et même les pluviales de façon générale au nord, ça n'a pas marché. Donc, le fait que, je suis d'accord, c'est une production excédentaire, mais en tout cas, elle est très mauvaise pour certaines populations, de Mopti en allant vers le nord, et même une partie du Sahel occidental. Et c'est là à cause, bon, peut-être on aura l'occasion de revenir sur pourquoi ça, mais en tout cas, essentiellement, Mopti, c'est le riz qui a foiré, le riz de submersion libre. Et les pluviales, de façon générale, il n'a pas bien plu au nord. Et le Sahel occidental, en plus de déficit, il y a eu aussi les oiseaux, les dégâts nuisibles. Donc, globalement, c'est une situation bonne, mais quand même des poches de mauvaises productions, en tout cas dans certaines zones. Merci Cécilia Asp, chargée à la communication du programme alimentaire mondial au Mali. Alors, vous expliquez cela, comment une campagne agricole bonne avec même un déficit, un excédent de près de 3 millions de tonnes de certaines denrées, comment est-ce qu'on peut tomber dans un risque d'insécurité alimentaire? Je pense que ce qu'il est important de préciser et dont on ne se rend pas toujours bien compte, c'est que la sécurité alimentaire et une bonne nutrition ne dépendent pas seulement de la production agricole et de ce qui est disponible. En fait, on peut avoir une bonne production agricole, des quantités de vivres disponibles dans un pays, dans une région,
et pourtant tout le monde n'arrive pas bien à se nourrir. Pourquoi ? C'est essentiellement une question d'accès. C'est beaucoup lié à la pauvreté. Les ménages qui sont là pendant la période de soudure, les 3,8 millions de personnes que vous rappeliez qui seront en insécurité alimentaire au Mali, si on regarde de plus près, ce sont des ménages qui sont vulnérables, qui sont fragiles. Donc ils peuvent même être dans des zones où la disponibilité est bonne, mais ils ne réussissent pas bien à se nourrir pour différents facteurs qui sont donc pas seulement agronomiques, mais qui sont aussi économiques, qui sont aussi sociaux, qui sont aussi liés au contexte dans le pays, aux déplacements, voilà, qui peut être aussi un contexte sécuritaire éventuellement. Voilà, ce sont aussi donc des personnes déplacées. Forcément, quand les personnes se déplacent, elles deviennent plus fragiles et elles ont plus de mal à se nourrir convenablement. Merci. Valérie Boli, président de la plateforme Riz. Est-ce que justement cela s'explique aussi par le fait qu'il y a d'énormes exportations parfois sur les denrées produites dans le pays? Bon, je dirais d'abord, Madame a parlé de la disponibilité. Ça, c'est une réalité. Le riz de Miono, c'est difficile de l'avoir, par exemple, à Caille. Donc, il y a un problème de maîtrise du circuit commercial même. Et là, je pense qu'il y a des dispositions qui sont en cours au sein de l'interprofession pour voir comment on peut organiser le circuit commercial et avoir des informations fiables sur les stocks existants et les lieux où ça existe et puis les types et les variétés de riz qui existent dans ces différents stocks. Ça, c'est très, très important. Et mais si je reviens aux importations, c'est vrai que il y a des importations qui se font. Le gouvernement a consenti environ ou bien plus de 290 milliards pour appuyer la production. On dit qu'on va investir plus de 15% du budget seront alloués à l'agriculture. Il y a une bonne partie qui va au riz. Mais si cela se fait, on encourage la production donc. Et si de l'autre côté, on encourage les importations aussi, est-ce que quelque part, il n'y a pas une certaine incohérence dans la politique du gouvernement? C'est là où nous tenons à attirer l'attention. Il y a eu des mesures telles l'initiative RI, telles l'achat institutionnel avec l'OPAM et le CSA. Et de passage, je salue ici le commissaire à la sécurité alimentaire qui, à l'époque, qui a été très courageux, qui avait été attaqué dans les journaux par des commerçants et l'OPAM qui disait qu'ils avaient pris des pots de vin avec des producteurs. On a des camarades qui ont été interpellés par la sécurité d'État pour savoir de quoi il s'agissait en réalité. Donc, une fois qu'on essaie de prendre des mesures pour encourager la production, quelque part, il y a quelques personnes pour qui l'importation rapporte énormément. Et il y a d'autres personnes pour les couvrir qui ont la couverture aussi du gouvernement, qui ne le font pas au nom du gouvernement, mais qui prennent la couverture du gouvernement pour encourager ces mesures d'importation et on importe. Alors que nous, on avait fait une étude, le Mali est à 93% autosuffisant. 93%. Le reste, maintenant, il s'agit de gérer comment étaler cette production sur l'étendue du pays de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès au riz. Mais quelque part, il y a d'autres, ça les intéresse beaucoup plus à vendre 1 kilo de riz importé qui leur rapporte 2 fois plus que de vendre 1 kilo de riz local. Est-ce que déjà, on peut d'ores et déjà dire que le riz local coûterait moins cher que celui importé? Le riz local, le problème n'est pas seulement que ça coûte moins cher que le riz importé. Le problème, qu'est-ce que nous perdons comme devise en important le riz? Et qu'est-ce que nous perdons comme sous en accordant des exonérations et en laissant des taxes à l'importation? Combien perd le gouvernement? On a vu, dans notre étude, on a vu qu'il y a environ 186 000 tonnes en moyenne de riz qui sont importés, exonérés. Et ça fait combien de milliards que le gouvernement, que le pays perd comme ça? Et quand on importe ça, ça fait combien de devises qui sortent? Et quand on n'encourage pas la production, les jeunes, ils vont pas, si la riziculture n'est pas rentable, les jeunes, ils vont aller ailleurs.
Donc, quelque part, c'est le circuit commercial, il faut contrôler. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les commerçants et les transformateurs pour voir comment on peut résoudre tous ces problèmes ensemble et mettre tout un chacun en confiance de manière à ce que la répartition soit équitable. Pas tout à fait équitable, on l'aura jamais, mais quand même qu'on tende vers une certaine équité. Merci Valérie Boli. Mami Koulibaly de la coordination nationale du système d'alerte précoce, donc logé au commissariat à la sécurité alimentaire. 3,2 millions de personnes seront en phase 2, celle sous pression. Ces chiffres semblent quand même énormes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à trouver ces chiffres au cours de vos enquêtes? Bon, je pense que pour ce qui est de l'évaluation de la situation alimentaire, il y a plusieurs dimensions qui entrent en ligne de compte. Et il y a, comme l'a déjà évoqué, il y a tout ce qui est disponibilité alimentaire, on en tient compte. Tout ce qui est accessibilité, on essaie d'évaluer un peu l'accessibilité des populations. Également, les aspects de nutrition, elle l'a déjà évoqué, on peut avoir beaucoup de produits, mais on mange mal. Il y a tous ces aspects-là qui entrent en ligne de compte. En plus, il y a la stabilité. Il faut avoir à manger. C'est les 4 dimensions de la sécurité alimentaire. La disponibilité, l'accessibilité, la nutrition et la stabilité. Il faut que ces 4 dimensions soient réunies pour qu'on parle de sécurité alimentaire. Bon, cette année particulièrement, l'évaluation des différents systèmes de production, quand même, c'est une base c'est un peu. L'évaluation dépend un peu aussi des résultats des différents systèmes de production. C'est vrai que les systèmes de production que j'ai évoqués au nord, les zones qui sont classées, ils ont assez mal produit. Ça, c'est un aspect. Également, le cheptel, cette année, dans ces zones-là, connaît d'énormes problèmes parce qu'il y a eu un déficit de pâturage dans ces zones. Donc le cheptel qui constitue comme le principal moyen d'existence dans ces zones étant affecté, ça veut dire forcément ces populations pasteurs des régions du Nord auront des difficultés pour acheter. Et en plus, le marché aussi est perturbé par l'insécurité, comme vous l'avez évoqué. L'insécurité fait que les échanges ne se font plus correctement. Et même les moyens d'existence, les gens se débrouillent par des activités pour gagner des ressources. Ça aussi, c'est pratiquement difficile. C'est tout ça mis ensemble qui font que cette année, on a dépassé l'année dernière. Et il faut reconnaître que l'insécurité, en plus, s'est aussi aggravée cette année par rapport à l'année dernière. Il y a une recrudescence, une recrudescence de l'insécurité sur le terrain. Qui affecte pratiquement et qui crée les déplacés, les populations déplacées. Tout ça, on a pris en compte pour mettre dans notre évaluation de ce qu'on appelle le cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire, qui est déroulé avec l'ensemble des partenaires. Ce n'est pas le SAP seul qui déroule. Tous ceux qui sont intéressés par les questions de sécurité alimentaire, toutes ces informations sont mises ensemble, analysées suivant un schéma bien déterminé. Et c'est comme ça qu'on aboutit à l'identification des zones et des populations en insécurité alimentaire. Et puis, il faut préciser que l'insécurité, il y a plus les populations sous pression. Ça veut dire qu'ils ont connu des difficultés, mais qui n'ont forcément pas besoin d'une assistance alimentaire. C'est vos 600 000 personnes et quelques où on estime que vraiment il y a des déficits alimentaires importants qui sont attendus et qu'il y a des aspects de malnutrition aussi qu'on craint dans ces zones. C'est là-bas qu'on a recommandé, une assistance alimentaire. Maintenant, les 3 millions et quelques, ça c'est des appuis au renforcement de la résilience pour les aider à ne pas également tomber dans l'insécurité alimentaire la plus aiguë. Merci. Voilà. Environ 600 000 personnes donc en phase de crise ou d'urgence. Nous reviendrons dans quelques secondes.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Y aurait-il un risque d'insécurité alimentaire au Mali? Le Grand Dialogue s'intéresse donc à la question aujourd'hui avec sur ce plateau Mami Koulibaly, de la coordination nationale du système d'alerte précoce, le SAP, Cécilia Asp, chargée à la communication du PAM, et Valérie Boli, qui est le président de la plateformerie. Alors Cécilia Asp du PAM, on parle de quelle zone justement? Quelles sont les régions ou les localités concernées par cette insécurité alimentaire aujourd'hui au Mali? Alors, l'insécurité alimentaire est assez largement répandue dans le pays, mais elle est plus forte dans certaines régions, dans certains cercles. Elle touche notamment les régions de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Ménaka. C'est essentiellement là qu'elle est concentrée. Voilà. Et puis ensuite, à différents niveaux, elle touche aussi d'autres régions du pays. Mais c'est essentiellement dans ces régions qu'elle est concentrée. Alors, on parle également de soutien. Ces personnes nécessiteront justement des aides. On parle de quel type d'aide? Monsieur Koulibaly parlait tout à l'heure d'aide à la résilience, soutien de production agricole. De quel type d'aide est-ce qu'on parle ici? Alors, comme Monsieur Koulibaly l'a rappelé, l'outil vraiment qu'on utilise pour parler de sécurité alimentaire, c'est donc le cadre harmonisé. Ces chiffres qu'on évoque sortent du cadre harmonisé. Le cadre harmonisé, il nous permet de faire différents groupes, de donner différentes phases en fait d'insécurité alimentaire, différents niveaux. Quand on parle des 601 000 personnes, on parle des personnes en phase 3, 4, c'est-à-dire les phases de crise, les phases d'urgence. Ces personnes-là, elles ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate, parce qu'elles sont donc en situation de crise, en situation d'urgence. On peut parler de précarité carrément alimentaire dans ces zones-là. Elles ont vraiment des difficultés à se nourrir. Maintenant, quand on parle des 3,2 millions de personnes qui sont sous pression, en stress, c'est la phase 2. Ces personnes, elles ont besoin, comme M. Koulibaly l'a expliqué, elles ont plutôt besoin d'un appui à leurs moyens d'existence. Généralement, ces personnes sont des producteurs, donc elles ont besoin, par exemple, de soutien agricole pour le petit élevage, pour les cultures, ou d'autres types de soutien si elles ont d'autres activités. Et ces soutiens-là, on parle plutôt de filets sociaux, et ce sont plutôt des soutiens qui, comme M. Koulibaly l'a dit, qui vont les empêcher de tomber plus gravement dans l'insécurité alimentaire. Et ces soutiens-là, ils sont coordonnés par le gouvernement, qui est fortement impliqué. Il y a le CSA, le Commissariat à la sécurité alimentaire, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, qui travaille sur la question des filets sociaux. Il y a le PAM. Et puis, il y a les organisations humanitaires aussi qui essaient de soutenir. Donc, avec une assistance humanitaire, des distributions alimentaires dans le cas des personnes en phase de crise et d'urgence, et avec des appuis de plus long terme. L'idéal serait de pouvoir travailler avec ces personnes sur plusieurs années pour les rendre plus solides et empêcher donc qu'elles ne tombent dans une insécurité alimentaire plus grande. Dans le cas du PAM, c'est ce qu'on essaye de faire avec des projets d'appui aux actifs agricoles communautaires pour venir en aide à une communauté qui est particulièrement vulnérable. On accompagne ça avec des distributions alimentaires pour que les personnes puissent avoir le temps et les ressources pour pouvoir se consacrer à ces activités, pour qu'elles puissent avoir un appui immédiat. Mais elles participent donc à des activités qui sont un peu plus longues, qui vont permettre de réaménager des périmètres maraîchers, par exemple. Face aux urgences, qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les mesures prises? Face aux urgences, ce sont essentiellement des distributions alimentaires d'urgence. Ça va aussi être un appui nutritionnel pour les plus vulnérables, pour les femmes, les enfants, qui vont souffrir de malnutrition. Dans le cas du PAM, ce qu'on a prévu, ce sont
une assistance alimentaire qui est distribuée à 100 000 personnes, qui a débuté en mai. C'est pour les personnes qui ont été exposées à une soudure précoce. En février. Chez eux, donc, la soudure a commencé dès le mois de février. Donc elles bénéficient d'une assistance depuis le mois de février. Et puis à partir de juin, 160 000 personnes supplémentaires bénéficieront aussi d'une assistance. Ça va donc faire 260 000 personnes. C'est pas tous les besoins, mais c'est la part que prend en charge le PAM, et le gouvernement, les autres acteurs humanitaires complètent aussi cette assistance. Merci. Alors, Valérie Boly, président de la plateforme RI, une question à se dire. Quel État est-il en mesure de nourrir les Maliens? Nous sommes quand même plus de 15 millions aujourd'hui. Bon, c'est illusoire et je pense que dans aucun pays ça n'a jamais marché. Ça fait combien de temps? On parle de dons. Je vous raconte une petite histoire. Le dimanche, c'est la foire à Nyono. Généralement, je passe demander le prix. Je demande aux jeunes hommes, il me dit, mon père, aujourd'hui, le riz, on n'achète pas le riz beaucoup parce qu'on est en train de faire un don au cercle. Et les gens qui prenaient le don, ils venaient vendre sur le marché et ça cassait complètement les prix. Donc voilà un des problèmes du don. Et généralement, le don, comme le don, par exemple, le don KRD, c'est du don japonais, mais c'est des produits, du riz produit aux États-Unis. On vient, on nous déverse ça ici. Est-ce que ça, c'est des aides qui nous aident vraiment à nous passer de l'aide? Donc la question que je me pose, toutes ces aides, c'est bon, mais c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, on fait beaucoup plus de dégâts, on met les populations dans des situations attentistes et on attend toujours de l'aide et on vient avec des théories. Moi, ce que je veux dire, c'est mon président me disait, le président de mon syndicat, quand tu vas en brousse, quand tu cries au secours, si tu ne vois personne, si tu regardes, tu te verras toi-même. De plus en plus, on avance chaque année et les difficultés, ça augmente. Mais on a toujours de l'aide qui vient et on attend toujours de l'aide. Et on met les populations dans la position toujours d'attente de l'aide. Et ces aides-là, ça n'aidera jamais à nous passer de l'aide. On ne peut pas donner à manger à la population tout le temps. On peut le faire de façon sporadique lors d'une calamité, mais vouloir aider les populations, leur donner à manger tout le temps, on va venir avec des théories vraiment bien machinées, bien montées. Valérie Boly, quand même plus de 600 000 personnes dans une précarité alimentaire, plus de 3,8 millions à risque. Qu'est-ce qui vous donne ces 600 000 personnes? Est-ce que vous pensez, quand on me parle de cadre harmonisé, est-ce qu'on a demandé l'avis de ces populations? Est-ce qu'on a demandé leur avis pour savoir exactement ce qu'ils veulent? Et comment ça se fait? Il faut qu'on arrête cette mascarade. On va continuer comme ça, le pays va continuer à reculer et on restera toujours en train de tendre la main. Il est temps d'arrêter. Et c'est possible. Et au Mali, nous avons tous les systèmes de production rizicole à part les mangroves. Nous avons une potentialité énorme, on le chante tout le temps. On a qu'à mettre les conditions, organiser le circuit commercial, faciliter l'organisation du circuit commercial. Moi, je préfère ça que de vouloir organiser la distribution des denrées. Je suis pour qu'on aide ceux qui sont dans les difficultés. Je ne pense pas que beaucoup le font plus que moi. C'est ce que je fais. Mais je pense qu'il faut mettre les gens dans des conditions qui puissent se battre eux-mêmes, gagner leur propre nourriture à la sueur de leur front, et c'est possible. Moi, je pense que c'est surtout vers ça que le gouvernement doit se tourner, plutôt que de chercher à nourrir les gens. Il ne peut pas. Ce qu'il n'a pas dans la main, il ne peut pas le donner. Merci Valérie Boly. Mami Koulibaly, du SAT, le système d'alerte précoce, est-ce que le stock disponible au commissariat alimentaire à la sécurité peut justement faire pencher la balance et nous éviter cette situation d'insécurité alimentaire dans le pays? On parle d'une période de soudure entre juin et août seulement. Oui. Vous savez que le reste du temps, ça va. Oui. Mais c'est essentiellement concentré sur cette période. Sinon, elle a déjà dit ça a commencé peut-être pour certains ménages un peu avant. Mais la période cruciale, c'est entre juin, juillet, août.
C'est en ce moment que vraiment les populations connaissent de sérieuses difficultés, et même souvent en situation normale. C'est pourquoi on a dit période de soudure. Ça veut dire que ça a son sens. Ça veut dire que bon an, mal an, à la période de soudure, il y a des problèmes d'accès à la nourriture. Donc c'est pourquoi on a qualifié de période de soudure. Alors, est-ce que les stocks disponibles aujourd'hui au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire peuvent faire pencher la balance? On a quand même suffisamment de stocks. On a plus de 28 000 tonnes de mil sorgho et je crois plus de 20 000 tonnes aussi de riz. Donc quand on met tout ça ensemble, on a plus de 49 000 tonnes en tout cas de stocks disponibles au niveau de nos magasins de l'OPAM. Alors, est-ce que vous pensez justement qu'en redistribuant ça, par exemple, dans les zones, dans le besoin, on peut faire pencher la balance et on peut éviter éventuellement cette insécurité alimentaire? Justement, l'idée, c'est notre mission même, c'est ça, c'est éviter que les gens ne vivent vraiment réellement ces difficultés. C'est pourquoi on recommande à ce qu'on mette en œuvre ces actions d'assistance. En fait, l'assistance, nous, on ne veut pas, en réalité, c'est les situations qui l'amènent. Sinon, nous, il n'est pas souhaitable, effectivement, de distribuer gratuitement aux gens, mais c'est les situations qui l'amènent et on ne peut pas aussi laisser les gens mourir de faim. Tant que, je suis d'accord avec M. Boleka, il donne la priorité à la production. Même moi-même, je donne la priorité à la production. Mais ici, l'agriculture dépend de la pluie. Très généralement, le gros en tout cas de la production dépend. Et on ne gère pas. Mais pas dans la zone office en général. Oui, mais ça, c'est un cas particulier. La maîtrise reste encore très faible. La maîtrise d'eau reste encore très faible à l'échelle nationale. Si on avait une maîtrise totale de toutes les cultures, bon, peut-être qu'il n'y aura pas toutes ces populations qui apparaîtront au gré un peu de l'évolution de la pluviométrie et des déprédateurs chaque année. Mais tant qu'on n'aurait pas à maîtriser notre agriculture, la maîtrise d'eau un peu partout, on aura toujours des difficultés qui vont surgir. Et le dispositif aussi national de sécurité est organisé de manière que, en tout cas, s'il y a des appuis alimentaires, c'est des stocks qu'on achète auprès de ces mêmes producteurs. Les stocks ne sont pas importés au niveau du SNS. Donc on achète les producteurs auprès des producteurs locaux qu'on redistribue donc les populations, aux populations les plus vulnérables. Merci. Cécilia Asp du PAM. Est-ce qu'il y a un risque justement que des partenaires comme le PAM se retirent? On a vu le CICR par exemple qui s'est retiré de Kidal à cause de la situation sécuritaire. J'imagine que ce n'est pas très évident de travailler dans certaines zones. Est-ce qu'il y a un risque qu'un partenaire comme le PAM se retire justement de certaines zones à cause de l'insécurité? On sait que le centre du pays notamment qui vit justement ces situations-là commencent à être dangereux en termes sécuritaires. Oui. Bon, on l'a vu d'ailleurs hein, pour le CICR, ils ont dû interrompre leur activité à Kidal, mais ils ne se retirent pas. Ils ont déjà, ou en tout cas ils ont le projet de recommencer dès qu'ils le pourront. Non, je pense qu'aujourd'hui on peut pas dire qu'il y a ce risque. En tout cas, on le veut pas. C'est pas du tout dans les projets du PAM. Par contre, on essaye de faire un plaidoyer le plus ferme possible pour que l'accès des humanitaires aux populations qui en ont besoin soit maintenu. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que donc oui, la Croix-Rouge a été particulièrement marquée. Et ça nous affecte tous, toute la communauté humanitaire, ça nous affecte, mais les premiers affectés, c'est les populations du coup que personne n'arrive à atteindre. Donc voilà, non, on n'envisage pas de se retirer, on espère simplement que l'accès humanitaire pourrait être rétabli, protégé là où il l'est encore, et parce que c'est une question d'humanité. Que répondez-vous à Valérie Boli, le président de la plateforme, quand il dit qu'il faut mettre en place des systèmes plus tôt pour que les gens puissent se débrouiller d'eux-mêmes?
Je comprends très bien ce qu'il dit. C'est sûr que personne ne souhaite s'enliser dans un système où on est, où on compte toujours sur l'assistance et chaque année il faut une assistance parce que des personnes sont en insécurité alimentaire avec tous les risques que ça entraîne pour leur santé. Ce n'est pas un système sain et personne ne veut rester dans ça. Donc je comprends très bien ce que dit Monsieur Boly. Après, pour le rassurer aussi, pour lui répondre aussi, par exemple, quand on a les résultats du cadre harmonisé qui viennent, il y a un plan national de réponse qui est préparé. Il est préparé par le gouvernement. C'est le gouvernement malien qui a le leadership sur ce sujet, qui mène la barque et maintenant les humanitaires viennent pour appuyer. Donc la réponse, elle est avant tout nationale. Après, il y a aussi le fait qu'on essaye de plus en plus, comme l'a dit M. Koulibaly juste avant moi, d'aller vers des distributions locales. C'est-à-dire que les céréales qui sont distribuées ne sont pas importées. Au maximum, elles sont locales, elles sont maliennes, ces céréales-là. Justement parce qu'on sait que sinon on déséquilibre complètement les marchés et puis pour les producteurs, c'est dur, quoi. S'il y a tout ce riz, par exemple, gratuit qui arrive, pour eux, c'est difficile. Donc, on essaye toujours de privilégier les achats locaux. Une troisième chose, c'est que, quand il y a une assistance humanitaire, c'est clairement pas parce qu'on en a envie, mais c'est parce qu'on le doit. Ce qu'on fait pour l'éviter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre l'accent sur, par exemple, ces 3,2 millions de personnes qui sont sous stress, pour éviter que l'an prochain, elles tombent en situation de crise avec besoin d'une assistance humanitaire. Quand je disais par exemple que le PAM... Donc il y a un plan d'action en fait pour renforcer justement cette résilience et éviter que les gens en aient besoin plus tard. Voilà. Je vous suggère, monsieur, de prendre juste quelques secondes. Nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Si vous venez de vous joindre à nous, y aura-t-il un risque d'insécurité alimentaire au Mali? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui avec comme invité Valérie Boly, présidente de la plateforme RI, qui est au téléphone depuis Nyounou, Cécilia Aspe, chargée à la communication au niveau du programme alimentaire mondial, le PAM donc, Mami Koulibaly, de la coordination nationale du système d'alerte précoce, le SAP. Parlons un peu maintenant des solutions. Valérie Boly, moi j'ai bien envie de vous poser cette question. On a environ 2 millions d'hectares naturellement irrigués aujourd'hui au Mali. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'exploiter pleinement ce potentiel-là pour ne jamais tomber justement dans une situation d'insécurité alimentaire? Et très souvent, on nous apporte des programmes ficelés. Et moi, je dirais, on nous apporte les squelettes, on nous demande de les habiller. Et on nous apporte des programmes avec toutes les conditions et puis on marche dedans. Mais est-ce que nous avons des ingénieurs, concepteurs, nous avons des cadres valables? Est-ce qu'avec les populations, ils ne sont pas capables de monter des projets et demander les problèmes que rencontrent les producteurs eux-mêmes, les commerçants, les transporteurs, les transformateurs, et les demander quels sont réellement leurs problèmes et en fonction de ça bâtir une stratégie de développement. Moi je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ce qui nous vient de l'extérieur, c'est de bonne volonté. Je les salue très bien. Mais très souvent, ils sont complètement en dehors des réalités de nos pays. Et quand ils viennent, et ce sont nos cadres qui accompagnent ces initiatives. Et ça vient, les gens ne se reconnaissent pas dans ce projet, c'est pourquoi toujours le projet, ça part et tout de suite ça s'arrête après. Parce que les gens se mettent dans la position de capter plutôt des fonds que ce n'est pas dans la position de développement. Valérie Boly, cette question-là cette question qui me vient de mon réalisateur, est-ce que les ressources au Mali sont justement limitées et empêchent justement d'en arriver à une certaine autosuffisance alimentaire? La première ressource, c'est l'homme. Et l'homme est là. On a des cadres valables. On a des producteurs qui sont capables. On a des commerçants qui sont capables. Qu'est-ce qui empêche de prendre tout ça et d'en faire une bonne matière? Les ressources sont là, les terres sont là, l'eau est là.
On a parlé de zones de submersion libre. C'est vrai que c'est la plus grosse partie cultivée en riziculture, mais les rendements sont vraiment, ça ne vaut même pas une tonne dans certains endroits. Mais l'office du Niger, par exemple, qui représente environ 20% des superficies, produit à environ 43% de la production nationale. Ce n'est pas une question c'est une question d'organisation de la production, d'organisation du marché et une cohérence entre toutes ces politiques. Et maintenant voir comment on peut amener les populations à être dans une position plutôt de développement plutôt que dans une position d'assistanat. C'est bon d'aider, on aime tout ce qui vient nous aider, vraiment. Mais quand on vient nous aider et que ça ne nous met pas dans la position de nous développer, le KRD qui vient plomber notre production, ou bien autre chose, à l'OPAM, ils ont plus de 20 000 tonnes de riz qu'ils avaient acheté l'an dernier qu'ils n'ont pas pu écouler. Et c'est pourquoi la campagne d'avant, ils n'ont pas pu acheter du riz. Et pourtant, ils ont le financement. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce qu'on est en train de faire? C'est pour ça que je dis, je salue vraiment le PDG de l'OPAM qui est parti et le commissaire à la sécurité alimentaire à l'époque, Nango, et puis M. Kanouté aussi, des gens de bonne volonté, vraiment des cadres qui ont développé cette initiative du gouvernement et qui ont essayé de le mettre en pratique. Ils l'ont fait. C'est à saluer. Si c'était d'autres, ils auraient pris des pots de vin avec des commerçants et puis ils auraient fait le marché seulement aux commerçants. On nous a dit la première année que c'était un effet. Pour moi, ce n'est pas un effet parce que le prix aux producteurs est monté jusqu'à 300 francs, alors que le prix aux consommateurs à Bamako n'a pratiquement pas bougé. Donc, le petit producteur qui était égorgé, on payait son riz à 250, il a pu le vendre à 300 francs, il a gagné 50 francs par kilo. Ça lui fait 50 000 francs par tonne. Et c'est parti dans les poches des petits producteurs, pas dans les poches de quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est des mesures vraiment à encourager. Merci. Et voir ensuite les importations, comment on peut réguler les importations dans certains pays. On a trouvé des mesures tant que la production nationale est là, ça peut garantir les besoins. On fait en sorte de limiter les productions. Tous les pays qui sont développés comme ça, ils ont protégé leur production. Tant qu'on n'arrive pas à ça, et créer une cohérence entre tout ça, les aides, les importations, les exonérations et la production et la commercialisation, tant qu'on ne crée pas une cohérence entre tout ça, ce serait difficile. L'initiative a été une très bonne initiative. Merci. Mais seulement le côté faible de la commercialisation n'avait pas été pris en compte. Merci. Maintenant qu'on est en train de le faire, il faut foncer. Merci beaucoup Fadel Boli. Alors, Mami Koulibaly du SAP, c'est la coordination nationale du système d'alerte précoce. Est-ce qu'aujourd'hui le commissariat à la sécurité alimentaire peut déjà éviter ces précarités-là durant ces périodes de soudure? Puisqu'on s'y parle un peu tôt, est-ce qu'il est possible justement d'éviter cela maintenant? Bon, d'éviter cette situation d'insécurité alimentaire entre juin, juillet, août? Bon, je crois qu'à l'issue des évaluations de la situation alimentaire, le SAP a fait des recommandations. Et ce sont ces recommandations qui ont été traduites maintenant dans un plan d'action qu'on appelle le PNR, Plan national de réponse aux difficultés, qui a été élaboré et qui est centré sur les difficultés qu'on a pointées au niveau des différents des résultats. Voilà, pour les plus vulnérables, il faut une assistance alimentaire. Donc ça, c'est déjà programmé par le commissariat et entre ses partenaires. Au niveau du commissariat, c'est à plus de 17 500 tonnes qui sont programmées pour être distribuées aux populations les plus vulnérables. Cette fois-ci, ce sont les vulnérables, ce n'est pas tout le monde qu'on donne. Il faut qu'on fasse aussi un peu la distinction. Comment vous expliquer d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a des cas où ces populations vont revendre justement ces aides-là sur le marché encore? Non, je suis d'accord. C'est inévitable que si on donne quelque chose à la personne, c'est à elle de décider souvent. C'est vrai qu'il y a un besoin alimentaire qui est là, mais il y a autre besoin aussi qui est aussi vital que le besoin alimentaire. C'est ça qui fait que les gens vendent une partie.
Parce qu'il y a des besoins non alimentaires qui sont aussi essentiels pour les populations. Donc, lorsque les gens ont les appuis alimentaires, bon, ils peuvent vendre. Ça, c'est pas recommandé. En tout cas, on peut effectivement les vendre. Merci. Ce n'est pas souhaitable, mais en plus de l'assistance alimentaire, il y a tout ce qui est activité de résilience, appui à la nutrition, c'est également programmé. Et l'aliment bétail également est prévu pour appuyer les éleveurs dans les régions du Nord. Et même tout ce qui est semences, etc., il y a des zones où on a recommandé d'apporter de la semence, en tout cas de qualité, pour leur permettre de produire bien pour l'année prochaine. Comment faites-vous justement très concrètement pour travailler dans ces zones-là à risque sécuritaire? J'imagine que ce n'est pas très évident. Vous parliez tantôt du nord du pays, mais également, on sait que le centre du pays, notamment la région de Ségou et de Mopti, traverse une très grande crise sécuritaire aujourd'hui. Bon, on sait que c'est difficile. C'est difficile de travailler, mais on a des partenaires locaux sur lesquels on s'appuie. L'information est collectée auprès des partenaires locaux. Et ces partenaires locaux, ça peut être des maires, ça peut être des services techniques, des ONG qui travaillent sur le terrain. Et c'est sur ceux-là qu'on s'appuie pour collecter l'information. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'aller sur le terrain, mais nous faisons avec. Merci, oui. Cécilia Aspe du PAM. Comment on fait en général pour éviter de telles situations? Comment lutter contre une insécurité alimentaire? La prévention, déjà, comment on y arrive? On essaye de réfléchir, d'être inventif aussi, de trouver des nouvelles solutions. Alors, comme on disait, quand on est face à une situation de crise, d'urgence, il n'y a pas 36 solutions possibles et distribuer de la nourriture est quand même la chose la plus évidente. Mais quand on peut faire d'autres choses, quand les besoins ne sont pas si pressants, on essaie d'être innovant. Alors comment ? Bien, par exemple, essayer de distribuer une assistance sous forme d'argent plutôt que de vivre. Ça permet aux gens d'aller au marché, d'acheter ce qu'ils veulent, de faire marcher les commerçants locaux. C'est mieux pour tout le monde. Ça va être aussi, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, des projets où on agit sur les actifs communautaires. Par exemple, récemment, on a inauguré à Kéméni, dans la région de Ségou, un pont, un micro-barrage qui a été construit avec la population, parce qu'avant, ils avaient un pont, un barrage qu'ils avaient construit en bois, qui n'était pas très solide, donc on ne pouvait pas très bien le traverser pendant la saison des pluies. Les gros camions ne pouvaient pas non plus le traverser, donc en saison des pluies, il n'y a plus rien sur le marché. Les gens ne peuvent pas aller non plus sur le marché pour vendre, donc ils n'ont pas d'argent, donc les marchés sont mal approvisionnés. Donc il y a de l'insécurité alimentaire, même si les récoltes sont bonnes. Par exemple, appuyer la création de ce nouveau pont, c'est quelque chose d'un peu innovant. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Travailler avec les groupements de petits producteurs pour, comme M. Boli le recommandait, les aider à être autonomes, à s'enrichir, à être plus fort. Merci voilà. Cécilia. Alors ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous étions avec Mami Koulibaly de la Coordination nationale du système d'alerte précoce, le SAP. Merci également à Valérie Boli, président de la plateformerie. Merci à Cécilia Aspe du Programme alimentaire mondial. Cette émission a été réalisée par Aliou Sidibé. Philippe Dambélé était à la mise en onde. La régie vidéo était assurée par nous. Je suis Ousmane Diadje Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.